Bonjour et bienvenue dans ce second épisode des podcasts sur la HRP, la Haute Route des Pyrénées. Et regardez-moi le spot que j'ai trouvé aujourd'hui pour vous faire la vidéo du jour à propos des polymaths. Donc aujourd'hui je ne marcherai pas comme j'ai fait hier parce qu'il y avait trop de vent et que ça montait trop, donc j'arrivais pas à trouver mon souffle pour parler et en même temps faire du D+. Donc je suis près d'un lac et j'espère que vous apprécierez le beau paysage pendant ma discussion. Donc avant de rentrer dans le sujet du jour qui sont les polymaths, j'aimerais juste faire un petit point sur la HRP, où est-ce qu'on en est, comment ça s'est passé. Parce qu'en réalité, je ne filme pas cette vidéo le deuxième jour de la HRP, mais bien le troisième, car pendant le deuxième jour hier, il y avait énormément de brouillard, donc on ne voyait pas à plus de 10 mètres. Et puis il pleuvait un petit peu, donc j'avais pas la force mentale le soir de ressortir de notre campement et d'aller filmer la vidéo. Donc du coup je vous ferai deux vidéos aujourd'hui, j'espère dans un autre spot trop cool la seconde. Voilà. Au niveau des conditions de cette HRP, hier c'était vraiment merveilleux, on a fait une étape de l'Hospitalet de Andorre jusqu'au refuge du Rul, vous pouvez regarder sur internet. C'était génial, on a fait 1600 mètres de D+, à peu près, dans des terrains qui étaient vraiment beaucoup de pierriers, donc c'était très intéressant, je n'avais pas fait beaucoup avant. Et c'était une étape magnifique, avec la brume, ça donnait une ambiance vraiment mystique. Et aujourd'hui là on fait une étape un peu plus longue de peut-être 22 km, un truc comme ça. Mais sur des terrains beaucoup plus roulants là. On a déjà fait 8,5 en 3h30. Donc c'est vraiment cool. Et niveau ascension, je pense qu'on sera à peu près pareil, vers les 1300 mètres de D+, un truc comme ça. Donc c'est magnifique. Et puis la HRP, ça fait rester dans les sommets. Donc vous voyez qu'on a toujours des paysages comme ça. En fait, on ne revient jamais dans les villages. C'est une randonnée vraiment magique que je vous recommande. Donc voilà, niveau moral, c'est top. Le groupe, c'est top. Voilà, donc je suis vraiment super heureux d'être ici. Et ça me donne plein d'idées, cette HRP. Donc je serais heureux de vous les partager dans ces épisodes. Bon, rentrons dans le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des polymaths. Moi, j'ai toujours été fasciné, depuis tout petit, par des personnages iconiques comme Steve Jobs ou Léonard de Vinci. J'en citais que deux, mais j'en ai plein d'autres dans ma liste, sinon ce serait trop long. C'est des gens, en fait, on les connaît généralement pour une chose, mais dans leur vie, ils ont fait des dizaines de trucs. Par exemple, Steve Jobs, à lui tout seul, enfin lui tout seul plus son équipe, mais c'est surtout son intuition et son charisme et son bagou de leader qui a fait qu'il a révolutionné 4 industries pendant sa vie. Il a révolutionné l'ordinateur personnel, il a révolutionné le téléphone, le smartphone, il l'a pratiquement inventé avec son équipe encore une fois, mais ça fait de lui quand même un visionnaire dans plusieurs domaines. La musique avec iTunes, etc. Les dessins animés, le cinéma d'animation avec le studio Pixar, ils ont quand même défini de nouveaux standards et ils faisaient de la 3D avant l'heure, quoi. Donc il a révolutionné 4 industries à lui tout seul. Et quand on lit sa biographie, on se rend compte qu'en fait, le mec, il avait un très haut niveau de conscience sur énormément de domaines. En plus d'être un bon speaker, d'être un humain qui était quand même relativement évolué, quoi qu'on puisse en dire, il s'intéressait beaucoup à la conscience, au psychédélique, au bouddhisme, etc. Enfin, voilà, c'est un mec qui ne se met pas de limites. De même, Léonard de Vinci, on le connaît principalement pour ses tableaux, mais en fait, il a fait des milliers de trucs dans sa vie. C'est lui qu'on réquisitionnait à chaque fois pour faire les décors de spectacle. Les plus grandes pièces qu'on connaît aujourd'hui, c'est lui qui a fait les décors, la machinerie de toutes ces scènes qui sont iconiques aujourd'hui dans ce baroque et autres. Il a également plus ou moins développé le prototype d'avion, le premier prototype, ouais. Il a fait de la peinture. Il a également fait énormément avancer le monde de l'anatomie, de la médecine. C'est un type, pareil, qui, à son époque, était touche à tout et inventait des choses dans tous les domaines. Et moi, c'est vraiment des personnalités comme ça qui me fascinent. Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle des polymathes. C'est des gens qui suivent leur curiosité, qui suivent leur intuition, leur élan de vie, qui sont multipotentiels, enfin plus que multipotentiels, multicuriosité, ils s'autorisent à y aller, et qui sont comme ça, quoi, qui suivent leur curiosité et qui en font un peu un mode de vie. Et moi, je suis fasciné par ça, et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir en fait poursuivre un mode de vie similaire. Aujourd'hui, je suis très intéressé par la danse, le mouvement, je vais à fond dedans, par la randonnée, l'outdoor, pareil, par les concepts, les connaissances, j'ai envie d'aller à fond dans le domaine de la génétique, de la biologie. Et donc, dans cette vidéo, en fait, ce qui m'intéresserait, ce serait de parler de comment est-ce qu'on fait pour être un polymathe aujourd'hui au XXIe siècle. Et en particulier, moi, j'ai dans mon petit chemin découvert peut-être des choses qui permettent d'être un bon polymathe. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à poursuivre cette vidéo. Donc le premier point qui me paraît pertinent pour être polymathe, c'est
d'essayer de se définir par ses projets en cours plutôt que par un statut. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir une définition arrêtée d'eux-mêmes. Par exemple, je suis entrepreneur. Mon projet, c'est d'avoir une entreprise qui aide les gens à. Ou mon projet, ou par exemple, je suis je sais pas, CEO chez machin, ou je suis Head of Sales chez truc. Mais quand on se définit comme ça, on a par défaut une définition arrêtée de ce qu'on est en train de faire, de nos champs de recherche, etc. On a une fonction. Alors qu'un polymathe, lui, il ne peut pas se définir parce que c'est à la fois un chercheur, à la fois un penseur, à la fois un inventeur, à la fois un speaker. Et donc, s'il commence à se définir, il arrête sa personnalité et il passe dans un fixed mindset, un truc où son but c'est d'être le meilleur à un domaine et pas de toujours évoluer et de suivre son intuition où qu'elle aille. Donc moi j'aime bien me définir par mes projets. Quand on me demande de me présenter dans un podcast, je dis en ce moment, ben voilà, je m'appelle Elliot, en ce moment je suis fan de vélo, je fais beaucoup de danse, j'ai une boîte qui s'appelle Atomic, et en fait je me définis par mes projets. Et donc c'est le premier switch d'identité qu'on peut faire, c'est commencer à se dire, ah en fait je ne vais plus me définir par voilà, la fonction que je dois exécuter dans la société, mais par les projets et là où mon intuition, ma curiosité me mène. Donc ça c'est le premier point, c'est le point identitaire. Et je pense que ça aide beaucoup. Donc je pense que si vous voulez faire un exercice là maintenant, c'est vous dire, purée, par quel projet j'aimerais me définir en ce moment, par quelle mission, par quelles activités également du quotidien. C'est une chose de dire, voilà, je suis entrepreneur, mais c'est une autre de dire, ben voilà, moi je lis beaucoup, 2 heures par jour, je fais du trek tous les jours, ça en dit beaucoup plus. Donc il y a une question d'identité. Liée à cette question d'identité est une vision de comment on mène des projets. La plupart des gens vont mener des projets en ayant un projet qu'ils vont développer pendant 6, 7, 8 mois et qui va devenir leur cœur de quotidien. Moi, ma vision des projets, elle est tout autre. Actuellement, j'ai peut-être 40 projets qui sont en cours. Mais quand je dis 40, c'est vraiment 40. Vous pouvez rentrer dans mon second cerveau et vous verrez. C'est 40 idées de projets qui sont ce que j'appelle en slow burn, c'est-à-dire qui sont à feu doux. Donc, si j'ouvre là aujourd'hui mon logiciel de prise de notes, j'ai un projet de voilà, faire une randonnée de 6 mois, j'ai un projet de construire une maison en Bretagne, j'ai un projet de faire une chaîne de frites gastronomiques. Enfin, j'ai des dizaines de projets, probablement qui ne se réaliseront jamais, mais tous ces projets sont ouverts quelque part. Et en fait, quand je fais des heures de travail, généralement, j'avance sur plein de projets en parallèle qui se réaliseront peut-être dans 10, 15, 20 ans, peu importe. Mais ça me permet d'entretenir ma curiosité et de mettre mon élan créatif au service du projet qui est le plus propice ce jour-là. Et ensuite, par phase de vie, je vais mettre un projet en phase de fast burn, si on veut, en comparaison avec le slow burn. Donc si j'ai 40 projets ouverts et que tous les jours je travaille un peu sur tous les projets, j'ai des idées qui me viennent sur des projets que je réaliserai peut-être dans 10 ans, alors je les capture dans mon logiciel de prise de notes, je les cultive petit à petit. Et bien par phase de vie, j'en ai un où je suis réellement en train d'exécuter. Tout comme Léonard de Vinci ou Steve Jobs, ils ne faisaient pas 40 000 trucs à la fois. Ils avaient 40 000 idées qui maturaient au fond de leur tête et leur curiosité était multiple, en divergence totale dans tous les sujets, mais ils avaient toujours un projet qu'ils réalisaient activement. Voilà, donc si vous voulez, moi par phase de vie, en fonction de mon énergie du moment, je vais me concentrer sur un truc en particulier. Donc par exemple, en ce moment, je me dis, ok, là je suis dans une énergie plutôt intérieure, de recherche, etc. Et donc, je vais clairement me concentrer sur mon projet de livre. Et donc, je vais écrire un livre en fast burn. En revanche, j'ai toujours mes 40 autres projets qui sont en slow burn et sur lesquels je suis en train de travailler. Et le fait de switcher, faire ce switch-là, entre j'ai un projet, c'est mon quotidien, et c'est ça qui m'enrichit au quotidien, et j'ai plein de projets, mais j'en ai un en phase active de réalisation, pour moi, ça a tout changé. Et donc, c'est vraiment un switch que je vous recommande de faire. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo YouTube à ce sujet sur comment bien s'organiser quand on veut mener plein de projets à la fois. Et voilà, et si vous avez raisonné avec ce que je dis, je pense que c'est une bonne vidéo à aller regarder. Donc ça, ce serait le deuxième point peut-être, qui serait penser projet multiple avec un projet en fast burn, plutôt que de se limiter à un projet qu'on a en cours et de freiner notre créativité divergente. Parce que le polymath, il est toujours en divergence sur tous les sujets. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point ensuite, et c'est très lié en fait avec ce que moi j'enseigne au niveau de la prise de notes, c'est réussir à adopter cette vision des first principles. C'est-à-dire, dès qu'on est en train de lire quelque chose sur un sujet, on va se demander, ok, quels sont les concepts fondamentaux derrière ce que je suis en train d'apprendre? Donc tu es en train de lire un livre, quels sont les concepts fondamentaux que je retiens de ce livre? Par exemple, je lis un livre sur la permaculture, je vois, ok, la rotation des cultures, la structure en dendrite des rivières, l'équilibre carbone-azote. Bon, il y a plein de concepts comme ça. Et le fait de revenir
à l'essence des méthodes et des approches et de revenir au concept clé, ce que ça permet de faire, c'est ensuite de faire des mises en parallèle. Par exemple, ensuite je pourrais changer de sujet complètement, passer dans le business et me dire, purée, ok, dans la permaculture, on essaye de faire une rotation des cultures pour qu'il y ait un équilibre carbone-azote. Peut-être que je pourrais, moi, mener mes projets pour qu'il y ait un équilibre entre le yin et le yang. Enfin, j'en sais rien. Vous voyez, et en fait, c'est le fait de revenir aux first principles qui font qu'on est en capacité de faire des mises en parallèle. Par exemple, c'est parce que Léonard de Vinci a étudié l'anatomie et la peinture, qu'en même temps, il a observé énormément parce qu'il vivait dans la nature. La combinaison de tous ces facteurs-là a fait qu'il s'est dit, tiens, je vais pouvoir peut-être appliquer les principes que j'ai appris dans l'ingénierie avec ce que j'ai observé des oiseaux, que j'ai déconstruit, avec tout le reste, de manière à créer ces premiers prototypes d'avions. Et si on n'a pas cette rigueur en fait, de toujours revenir au concept clé, aux first principles, eh bien on ne pourra jamais créer quelque chose de nouveau. Et donc, par exemple, c'est ce que je fais dans mon système de prise de notes, c'est que dès que je lis un livre, plutôt que de prendre des notes sur le livre en question, et de mettre tous mes résumés, mes citations, etc., je vais me demander quels sont les concepts clés, je vais les déconstruire pour ensuite les reconstruire en les mettant en relation avec d'autres concepts. Et je vais faire ça de manière en fait constante, ce qui me permet de toujours avoir de nouvelles idées, toujours avoir de nouvelles émergences. Et ensuite, je vais pouvoir réinjecter tous ces principes-là dans mes contenus, ce qui va me permettre, dans mes contenus et dans mes projets en général, en fait, ce qui va me permettre de créer et d'essayer d'innover quelque chose de vraiment nouveau. Avoir ma perspective parce que j'ai internalisé des concepts. Si vous faites ces 3 étapes, donc d'abord que vous arrêtez de vous définir par statut mais par projet, ensuite que vous autorisez à diverger en ayant plein de projets à la fois, plein d'envies à la fois, et que donc vous ne vous restreignez pas à votre curiosité parce que vous êtes en train de vous focus sur un truc, mais vous êtes toujours en phase de divergence sur plein de trucs avec un truc actif, et qu'en plus vous avez cette rigueur de toujours revenir aux first principles, là vous pouvez commencer à vous considérer comme un polymathe. Mais avant tout, un polymathe c'est un mode de vie, et c'est un truc qu'on sent au fond de nous. Est-ce qu'on est un polymathe ou pas? Est-ce que ça nous va très bien d'être dans un fixed mindset et vivre une vie normale? Ou est-ce qu'on a envie, je sais pas, moi j'ai une curiosité inhérente, intrinsèque que je ne pourrais jamais renier. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas et c'est très fine comme ça aussi. Mais si vous l'êtes, bah voilà, j'espère que c'est des petits conseils qui pourront vous guider dans votre vie de polymathe. Les first principles, le fait d'avoir des projets en slow burn et en fast burn, et puis cette idée de se définir par projet et non plus par statut. Et si vous voulez devenir polymathe, peut-être restez abonné à cette chaîne YouTube parce que je vais partager plein d'autres conseils pour les polymathes dans le futur. Et une des questions qui revient souvent, c'est aussi, mais en fait, moi j'ai des multiples curiosités, je ne sais pas dans laquelle en fait, je devrais me focaliser et comment gagner de l'argent avec tout ça. Et justement, c'est une question intéressante et j'y répondrai dans d'autres vidéos plus tard. Si c'est la vôtre, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que peut-être ça m'aiguillera et ça m'incitera à la faire. Voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo. Moi, écoutez, je vais reprendre la marche. Je vois mes amis qui sont déjà un peu plus haut dans la montagne. Là, vous voyez, ils sont ici, ici, ici. Et donc, je vais monter avec eux sur cette montagne. Je pense qu'on va faire comme ça. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vue d'aujourd'hui. Et bien écoutez, on se retrouve demain pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore exactement sur quel sujet, mais probablement sur comment construire une expertise profonde. Et pas une expertise comme on entend aujourd'hui, je suis expert. Non, tu connais bien une approche, tu n'es pas expert. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Ciao!